Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau le professeur Jeffrey Sachs au studio. Professeur, merci de nous rejoindre à un moment crucial alors que nous assistons à un nouveau renforcement militaire des États-Unis. Vous savez, nous observons l'Iran et potentiellement une prochaine guerre. Professeur, je tiens d'abord à vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne. Merci. Heureux d'être de retour avec vous, même si j'aurais souhaité que ce ne soit pas à la veille d'une nouvelle guerre. Oui, donc avant de commencer, avant de vous poser ma première question, je veux que tout le monde sache que le professeur Sachs a officiellement lancé sa propre chaîne YouTube. C'est Jeffrey D. Sachs Official. Les liens sont ci-dessous. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne YouTube du professeur Sachs. Mais professeur, nous avons vu l'armée des États-Unis commencer à se renforcer au Moyen-Orient. Et en réalité, c'est la plus grande concentration de navires et d'opérations militaires depuis la guerre en Irak. Le monde a de nouveau l'impression d'être sur le fil du rasoir. S'agit-il d'un vrai tournant ou d'une simple mise en scène politique? Eh bien, je pense qu'il y a de très fortes chances que les États-Unis lancent une attaque contre l'Iran. Cela a été largement annoncé, menacé à plusieurs reprises. Cela fait suite à une attaque l'été dernier. C'est ce qu'Israël veut que les États-Unis fassent. Et en général, ce qu'Israël veut, les États-Unis le font. Est-ce dans l'intérêt des Américains? Absolument pas. Est-ce vraiment dans l'intérêt d'Israël? Eh bien, ils le pensent, mais ce n'est pas le cas. C'est une attaque, si elle a lieu, qui ne devrait absolument pas arriver. Il n'y a absolument aucune raison que cela se produise. Tout ce que Trump et ses sbires disent sur l'Iran est un mensonge. Ils ne cessent de dire « Nous exigeons qu'ils n'aient pas d'armes nucléaires ». Mais Trump est celui qui a déchiré l'accord qui stipulait que l'Iran n'aurait pas d'armes nucléaires et serait surveillé par l'Agence internationale de l'énergie atomique de l'ONU. Trump, comme d'habitude, m'a semé la pagaille. Il ment à ce sujet, et maintenant il semble qu'il va entraîner les États-Unis dans une guerre, ce qui pourrait être dévastateur. Oui, absolument. Professeur, ce qui est vraiment inhabituel ici, c'est qu'en remontant à l'été dernier, les États-Unis ont effectivement lancé une attaque militaire contre l'Iran. Nous avons mené une opération militaire précise avec des avions de chasse qui ont bombardé l'installation nucléaire. Au cours des 12 derniers mois, nous avons entendu à plusieurs reprises Donald Trump répéter que les États-Unis ont anéanti la capacité nucléaire de l'Iran, que c'était un accomplissement incroyable de la part de l'armée américaine. Je veux dire, c'est un argument qui a été répété encore et encore par l'administration Trump. Pourquoi refaire cela si leurs capacités nucléaires sont déjà détruites? Est-ce juste un autre mensonge de Donald Trump? Vient-il d'être démasqué? La campagne de l'été dernier était-elle inutile? Il ment sans arrêt. Il n'y a rien qui sorte de sa bouche qui ait du sens. Et quand il a dit l'été dernier, nous avons détruit cela lors de la plus grande mission de l'histoire du monde, ou peut-être de l'univers. C'était absurde, tragique. Par où commence-t-on? Eh bien, tout d'abord, l'Iran ne veut pas d'armes nucléaires. Et si nous négocions honnêtement, au lieu d'essayer sans cesse de détruire l'Iran, de renverser son gouvernement, de bombarder l'Iran. Et en fait, si nous avions respecté les négociations qui ont été concluses il y a 10 ans, d'accord, il n'y aurait même pas de problème. Mais il y a un problème parce que les États-Unis ne veulent pas négocier. Ce qu'ils font, c'est ce qu'Israël veut qu'ils fassent, c'est-à-dire renverser le gouvernement iranien. Eh bien, ce n'est pas si simple. L'Iran est un pays de plus de 90 millions d'habitants. Et l'idée que les États-Unis disent « vous partez » et « ils partent » est complètement délirante, venant d'un gouvernement israélien délirant et d'un gouvernement américain tout aussi délirant, qui est d'une certaine manière sous l'emprise du gouvernement israélien. Quand ils ont bombardé l'été dernier, qu'est-ce que cela a pu faire? Qu'est-ce que cela a vraiment fait? Cela a peut-être endommagé 1 ou 2 sites, mais l'Iran a enrichi de la matière nucléaire, pas une bombe, mais il a enrichi de l'uranium. Pourquoi d'ailleurs? Eh bien, l'Iran respectait des limites strictes jusqu'à ce que Donald Trump déchire l'accord en 2018. Ensuite, l'Iran a commencé à dépasser légèrement ces accords pour dire « Est-ce que vous n'allez pas revenir et vraiment honorer ce que vous avez promis ?»
Et puis Israël a attaqué de façon absolument imprudente l'Iran sur son site nucléaire de Natanz. Et donc, l'Iran a intensifié son enrichissement. Et ensuite, nous, parce que nous faisons de la propagande en continu, disons: oh, regardez ce que font les Iraniens, sans parler de ce que fait Israël, attaquer, assassiner des Iraniens, menacer, ni de ce que font les États-Unis, déchirer des accords qui ont déjà été négociés. Non, si l'Iran fait quoi que ce soit en réponse pour dire que vous ne devriez pas faire ça, oh, regardez comme ils sont mauvais, c'est un jeu. C'est un jeu de propagande, parce que l'idée réelle ici, c'est qu'Israël veut l'hégémonie militaire sur le Moyen-Orient. Les quelques 10 millions de personnes en Israël veulent, ou plutôt leurs dirigeants, qui sont des gens méprisables, veulent l'hégémonie militaire sur des centaines de millions de personnes au Moyen-Orient. Et ils s'attendent à ce que les États-Unis leur offrent cela. Et notre Congrès est complètement vendu à cette cause. Donc, lorsque Donald Trump mentionne l'Iran lors du discours sur l'état de l'Union, le Congrès, des deux côtés, les républicains comme les démocrates, se lèvent et applaudissent, parce qu'ils veulent s'assurer que les contributions de campagne continuent d'arriver. Et donc, c'est ce qui se passe. Non, il n'a pas détruit une capacité que l'Iran ne veut pas, mais la bombarder pendant quelques jours ne l'a pas du tout détruite. Quand ils ont fait ça, c'était une tricherie, parce que, d'ailleurs, si on se souvient, nous étions en négociation l'été dernier sur le même sujet. Et nous étions censés aller à la 6e série de négociations, que les négociateurs américains avaient qualifiée de positive. Et cela devait avoir lieu à Oman. Je crois que c'était le 15 juin 2025, si je me souviens bien de la date. Et le 12 juin, juste avant la prochaine série de négociations, Israël va les bombarder. Et les États-Unis disent: c'est génial, nous allons venir et nous allons nous joindre à vous pour les bombardements. Je ne peux pas utiliser les mots que j'aimerais employer dans votre émission. C'est tellement dangereux, irresponsable et incohérent. C'est difficile de savoir par où commencer avec ça. Il s'agit de nos vies. C'est la planète qui est en jeu. Et franchement, ce n'est même pas puéril, ce mot ne suffit même pas à décrire la situation. Ce ne sont que des mensonges dangereux et irresponsables. Mais vous savez, quand on est sous l'emprise d'un gouvernement israélien qui vient de tuer 80 000 personnes, on peut comprendre qu'il n'y ait plus vraiment de limites. Oui, c'est bien dit, professeur. Vous savez, en voyant cela, je pense vraiment que nous voyons un scénario très similaire à celui de la guerre en Irak en 2003. À l'époque, on évoquait les armes de destruction massive pour justifier l'intervention en Irak. On dit maintenant qu'ils sont à une semaine de développer une bombe nucléaire, alors que, comme vous l'avez expliqué, ce n'est pas leur intention. Alors, qui profite vraiment de cette escalade? Vous savez, on voit une escalade constante chaque année et des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que c'est simplement Israël qui en est le principal bénéficiaire? Est-ce vraiment la source du problème ici? Israël n'est pas le bénéficiaire, mais Israël en est la cause principale. C'est Netanyahou. C'est un lobby, et ça fonctionne. Et si vous revenez à la guerre en Irak, c'est extrêmement intéressant. La guerre en Irak n'était pas une guerre sur des prétextes erronés d'armes de destruction massive. C'était une guerre sur de faux prétextes, sciemment faux. Et la campagne sur les armes de destruction massive était un travail de relations publiques. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas du renseignement erroné. C'était des relations publiques. Et en fait, cela a été testé auprès de groupes de discussion à l'automne 2002. Le Pentagone a fait un exercice de relations publiques. Et qui était-ce? C'était un gars nommé Doug Feith, un de ces néoconservateurs sionistes extrêmes. Et il était le lien avec bébé Netanyahou. Et l'un des livres très intéressants qui sont sortis de cette guerre criminelle est un livre fantastique écrit par un vrai gentleman nommé Dennis Fritz. Dennis Fritz était un haut gradé de l'armée de l'air, à qui en 2002 on a dit de se déployer en Irak. Il a dit: Irak? Pourquoi devrions-nous nous déployer en Irak? Et personne n'a pu lui expliquer pourquoi il se déployait en Irak.
Fritz a dit « Je ne mènerai pas mes troupes si je ne peux pas leur expliquer pourquoi leur vie est en jeu. » Alors il a démissionné. Il a rendu sa commission. Ensuite, Fife, vraiment, je ne le connais pas personnellement. Mais il a été méprisable dans le rôle qu'il a joué. Voulait écrire un livre après coup. Donc il voulait que des documents du Pentagone soient déclassifiés. Ils avaient donc besoin d'une personne haut placée, compétente en matière de déclassification, pour venir lire les documents de fond et les déclassifier. Et c'est ce que Dennis Fritz a fait. Donc, Fritz est retourné au Pentagone en 2000, en je crois 19. Laissez-moi vérifier. En 2005, je crois bien, et il a commencé à lire les documents. Et Fritz, comme il le décrit dans ce livre intitulé Deadly Betrayal, dit « Nom de Dieu ». Non, c'est une guerre de relations publiques. C'est un coup monté de l'intérieur par Israël. Nous nous battons pour Israël. Et le combat est le lien. Et il m'a demandé de déclassifier ces documents. Je lis tout ça. Je vois tout ça. C'est une guerre qui était... Il devait trouver comment vendre une fausse guerre au peuple américain. Donc, quand tu soulèves ce point, c'est une excellente analogie. Ce ne sont pas des guerres menées parce que nous ne savons pas ce que fait l'Iran. Ce sont des guerres où ils cherchent une explication à donner à la base de Trump pour dire « Pourquoi je fais le contraire de ce que je vous ai promis ?» Pourquoi est-ce que je mène une guerre qui n'a rien à voir avec les intérêts de l'Amérique, qui n'a rien à voir avec rendre sa grandeur à l'Amérique, qui est purement pour Israël? Pourquoi est-ce que je fais ça? Alors ils cherchent une réponse. Et puis Trump dit « Oh, ils développent des missiles balistiques pour attaquer les États-Unis. » Encore une fois, il y a des mots que j'aimerais utiliser dans votre émission qui seraient tout à fait mérités pour de tels commentaires. Même nos médias traditionnels, ces médias lamentables, qui en gros ne rapportent jamais rien de vrai, parce qu'ils suivent la propagande gouvernementale, disent, ces derniers jours, non, ce n'est pas vrai. Donc les mensonges affluent en ce moment. C'est terrible. Je ne sais pas s'il y aura une guerre, mais il pourrait très bien y en avoir une d'ici la fin de notre conversation, ou demain matin quand on se réveillera, ou autre. Je ressens la véritable inquiétude dans votre voix, et je partage exactement vos sentiments. Je veux dire, nous sommes tous les deux citoyens américains. C'est vraiment préoccupant de voir dans quelle direction va notre pays. Professeur, j'ai une autre question à ce sujet. Si l'on revient à la campagne de Donald Trump, il s'est principalement présenté comme un président anti-guerre, un président de la paix. Il répète à tous qu'il mérite le prix Nobel de la paix, affirmant avoir résolu 8 guerres l'an dernier, bien que ce soit faux. Mais je veux dire, pensez-vous que cela pourrait potentiellement être une catastrophe pour sa présidence? Je veux dire, n'est-ce pas vrai ou faux que la plupart des républicains sont vraiment contre cela, du moins la base des partisans républicains? Est-ce que ce serait la fin de MAGA s'il allait jusque-là et déclenchait réellement une guerre? Sa présidence échoue petit à petit, cependant, progressivement. Son taux d'approbation est maintenant d'environ 37%, et le taux de désapprobation d'environ 60%. Et les gens commencent à comprendre. Vous savez, ce type nous a dit qu'il allait faire payer ses autres pays, avec ses tarifs douaniers. Et les gens comprennent. Hé, tu n'as pas fait payer les autres pays, tu m'as fait payer, moi. Et j'ai payé, en moyenne, 1000 $ par foyer dans ce pays. C'est la moyenne par foyer, pas chaque foyer, la moyenne par foyer. Et ils commencent à comprendre. Tu m'as taxé pour pouvoir offrir les plus gros cadeaux fiscaux à tes amis milliardaires. Alors ils commencent à comprendre ça. Et on a des milliers de procès en ce moment. Je veux récupérer mon argent. Et Besan, qui n'est pas un type bien, pas quelqu'un de décent, je ne vois aucune décence chez lui. Il dit « Oh, ne vous attendez pas à ce qu'ils récupèrent leur argent. Ils l'ont simplement volé. » Alors, comment cela peut-il être une présidence réussie? Les gens n'aiment pas que l'ICE tire sur des gens dans la rue. Hier, un étudiant de l'université Columbia a été arrêté dans son dortoir, puis relâché tard dans la journée parce que tout dans cette arrestation était illégal. Ils ont menti sur tout. Ils ont dit qu'ils venaient pour retrouver une personne disparue, en civil, en mentant, tout. Les gens n'aiment pas ça.
Nous ne voulons pas vivre dans un État policier. Nous ne voulons pas entendre chaque jour les mensonges de notre président. Nous ne voulons pas payer des impôts parce que ce type, peut-être qu'il y croit. Qui sait? Mais il pense qu'il taxe les autres. C'est nous qui payons. Nous n'aimons pas ça. Et il n'a pas le droit de le faire. Et la Cour suprême a dit, non, vous ne pouvez pas imposer des taxes au peuple américain. Une seule personne. Ce n'est pas comme ça que fonctionne notre système constitutionnel. Cela appartient au Congrès. Donc maintenant, depuis le début de l'année, c'est devenu complètement incontrôlable. D'accord, arrêtons ce président. Nous allons diriger ce pays. Il vient de dire ça. Je lisais une dépêche juste avant qu'on arrive, disant qu'on pourrait peut-être simplement prendre le contrôle de Cuba et bombarder l'Iran en même temps. Je ne sais pas si quelque chose a vraiment complètement déraillé, ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment pas. Ça en a vraiment l'air. Et il semble qu'à mesure que Trump, à l'approche des élections de mi-mandat, il devient un peu plus imprévisible. Et vous n'avez aucune idée de la direction qu'il va prendre. Et comme vous l'avez dit, il se pourrait qu'on se réveille demain et qu'il y ait un gros conflit, ou qu'on ait lancé une autre guerre ou une invasion. Concentrons-nous un peu sur l'Iran ici. Ont-ils une capacité militaire suffisante pour vraiment résister à l'armée des États-Unis? Est-ce qu'on sous-estime un peu leur puissance et les représailles qu'ils pourraient potentiellement lancer dans un conflit total avec les États-Unis? Presque sûrement, s'il y a des bombardements pendant quelques jours ou une semaine ou deux, cela n'accomplira rien d'autre que de tuer des gens et de provoquer une réaction qui pourrait devenir incontrôlable. L'idée que cela mènerait à un changement de régime et à un gouvernement imposé par les Américains ou les Israéliens est une pure illusion. Si Donald Trump essayait d'envoyer des troupes au sol, eh bien, il n'y a pas les soldats ni les moyens pour qu'il tente quelque chose comme ça. Dieu merci. Cela signerait vraiment la fin immédiate de sa présidence. Donc les bombardements aériens ne vont pas servir à grand-chose, si ce n'est risquer de devenir totalement incontrôlable. Et l'Iran ne sera pas vaincu en quelques jours de bombardement. Peut-être que des gens vont mourir. Peut-être qu'il y aura de la souffrance, mais il ne sera pas vaincu. C'est un pays de 90 millions d'habitants. Il possède des missiles balistiques. Il possède des missiles hypersoniques. Il a la capacité de fermer le détroit d'Ormuz, qui est la voie navigable, le passage étroit dans le golfe Persique, par lequel environ 20% du pétrole mondial transite, selon les chiffres officiels. Donc non. Il n'y a pas de stratégie ici. Et en général, l'armée se trompe sur ce genre de choses. On finit dans des débâcles massives. Des soi-disant jeux d'enfants comme le Vietnam durent 10 ans et ne sont pas du tout des jeux d'enfants. On finit par partir, que ce soit d'Afghanistan ou d'Irak. C'est une erreur de calcul du début à la fin. Et cela ressemble à une autre erreur de calcul qui est en cours en ce moment. Oui. Parlons de l'Iran, de ses alliances et de ses alliés potentiels ici. Considère-t-on vraiment l'Iran comme membre à part entière du bloc BRICS, c'est-à-dire Chine-Russie? Ou bien est-ce une exagération? Qu'en pensez-vous? Eh bien, Ils font partie des BRICS. Les BRICS désignent le groupe qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Iran et l'Indonésie. Et, selon certains décomptes, l'Arabie saoudite, ce n'est pas très clair, mais il y a 10 ou 11 pays. Au fait, cela représente près de la moitié de la population mondiale, juste pour le mentionner. Et absolument, l'Iran fait partie des BRICS. Et l'Iran est soutenu par la Chine et la Russie. Et les dirigeants chinois et russes ont tous deux dit aux États-Unis, ne faites pas ça. Ce n'est pas bon pour vous. Ça ne va pas bien se passer. Ça ne sera pas bien accueilli. Donc, absolument, l'Iran serait soutenu militairement. Je ne pense pas que la Russie et la Chine vont entrer en guerre, mais je pense qu'elles vont apporter leur soutien à l'Iran. Et la puissance militaire que possèdent apparemment les États-Unis ne suffit que pour quelques semaines de bombardement. Ce n'est pas suffisant pour une guerre longue. Ce n'est pas le genre de mobilisation de troupes pour une guerre longue.
d'après ce que nous lisons. Encore une fois, je ne suis pas dans la pièce, et je ne suis pas un expert militaire. Mais nous lisons que les chefs d'état-major interarmés ont prévenu Trump que ses objectifs ne peuvent pas être atteints par cette attaque. Mais vous savez, tout bien pesé, le peuple américain y est complètement opposé. Les hauts gradés de l'armée y sont opposés. La base de Trump y est opposée. Les conseillers politiques de Trump y sont opposés. Mais Bibi y est favorable. Donc, la façon dont fonctionne le système politique américain mène probablement tout droit à la guerre. Oui, on voit clairement l'énorme influence d'Israël, comme vous l'avez souligné. Évidemment, Netanyahou est très déterminé à contrôler cette région. Exactement. Nous avons aussi entendu Huckabee, qui est l'ambassadeur américain en Israël, dire quelque chose d'assez extraordinaire la semaine dernière, en affirmant qu'il ne verrait aucun inconvénient à ce qu'Israël contrôle toute la région du Moyen-Orient, ce qui a évidemment provoqué une réaction de l'Arabie saoudite qui a répondu absolument pas. Vous savez, il y a évidemment de nombreux pays indépendants et souverains qui composent le Moyen-Orient. Je veux dire, est-ce que, enfin, on ne peut probablement pas trouver un politicien plus pro-israélien que Huckabee, qui est actuellement là-bas en tant qu'ambassadeur américain? C'est remarquable, toute la propagande qui sort en ce moment. Huckabee est un représentant des soi-disant sionistes chrétiens, c'est-à-dire une branche des protestants évangéliques qui lisent un verset dans la Genèse, chapitre 15, où il est dit que Dieu a promis la terre. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve, le grand fleuve, l'Euphrate, à la descendance d'Abraham. Maintenant, par où commencer? Tout d'abord, il ne comprend rien à la Bible. Je suis désolé de le dire. Parce que si vous vous en tenez simplement aux bases théologiques pures de l'Ancien Testament, il est dit tout au long de l'Ancien Testament. Si vous faites une erreur, vous perdez cela. C'est une alliance. Ce n'est pas un acte de propriété, c'est une alliance. Et combien de prophètes disent au roi d'Israël, « Vous perdez la terre, vous allez partir en exil. » C'est d'ailleurs le contraire de ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, la tradition juive depuis 2000 ans, qui disait aux Juifs, « Restez là où vous êtes et comportez-vous simplement. » C'est le Messie qui pourrait vous ramener en Terre Sainte, mais pas nationaliste militant. Donc, c'est complètement contraire à ce que le judaïsme a enseigné pendant 2000 ans. Ensuite, vous écoutez de vrais théologiens. C'est complètement contraire au Nouveau Testament. Parce que selon le Nouveau Testament, Jésus est le successeur de cette alliance. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit que la promesse du salut est pour ceux qui croient en moi. Elle n'est pas donnée à un groupe particulier. Et c'est très clair. C'est clair dans les lettres de Paul. C'est clair dans Romains 11 et Galates. Tout est théologiquement faux dans ce qu'a dit Huckabee. C'est une erreur de maternelle. Mais il y a aussi le monde, en fait, que nous avons appris au fil des siècles. Faire la guerre à cause de l'interprétation d'une phrase des Écritures par quelqu'un, ce n'est pas une bonne idée. Il y a eu des effusions de sang en Europe pendant des centaines d'années. Et ils ont finalement dit « D'accord, nous n'allons plus nous battre à propos de passages bibliques. » Huckabee est un retour en arrière de plusieurs siècles. Il aurait dû être renvoyé dès qu'une telle ignorance est sortie de sa bouche. Mais la vérité, c'est que c'est une grande partie de la base électorale de Trump. Et donc c'est là que ça devient étrange. Notre gouvernement est entre les mains du lobby sioniste. Et cela signifie une guerre après l'autre. Et ce n'est absolument pas dans l'intérêt de l'Amérique. C'est tout. Ouais. C'est un segment très intéressant, professeur, parce que je n'avais jamais entendu l'aspect théologique, en fait, juste la logique derrière ça, et vous avez tout à fait raison. Je veux dire, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, vous avez très bien expliqué tout ça. Merci de l'avoir fait. J'aimerais poser une question un peu plus générale. Quelle est la plus grande idée fausse
que la plupart des Américains ont sur l'Iran. Que devraient savoir davantage d'Américains sur ce pays pour comprendre la situation? Eh bien, je dirais plusieurs choses. D'abord, c'est une civilisation qui a 5000 ans d'histoire. C'est donc une civilisation très fière, très remarquable, qui a apporté d'immenses contributions à l'histoire du monde. Bien sûr, elle était appelée la Perse dans ses anciens royaumes. L'un des rois perses, Cyrus, est mentionné dans l'Ancien Testament. En fait, il est même qualifié de Messie du peuple juif, parce que c'est Cyrus qui ramène les exilés, qui avaient été exilés par les Babyloniens, à Jérusalem, pour rétablir le temple à Jérusalem. Il est donc salué pour cela. Maintenant, c'est le premier point. Ce n'est pas une petite île insignifiante qui va tomber entre les mains de l'Amérique. Et c'est une grande nation avec une histoire des dizaines de fois plus longue que celle des États-Unis. Donc, c'est le premier point. Deuxièmement, l'Iran essaie de négocier avec les États-Unis depuis au moins 15 ans. Je le sais. Je parle avec les Iraniens, je parle avec les Américains. J'entends tout cela parce que je travaille à l'ONU et que je discute longuement. Et ce, depuis 15 ans, ils essaient de négocier. Ils ont négocié un accord qui aurait absolument permis de faire ce que Trump prétend vouloir faire, c'est-à-dire s'assurer que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Ils ont négocié cela. Ça s'appelle le plan d'action global commun. Il a été négocié à l'été 2015. Il y avait 6 parties à ces négociations, y compris l'Iran. Je suis désolé, plus l'Iran. Les 6 étaient les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine, plus l'Allemagne, ça fait 6, et l'Iran de l'autre côté. Et cela a placé l'Agence internationale de l'énergie atomique de l'ONU sur place pour s'assurer qu'il n'y ait aucune percée vers les armes nucléaires. Bien sûr, je dois toujours ajouter que les Iraniens disaient qu'ils n'en voulaient pas, mais les inspecteurs seraient là. Trump, étant Trump, illogique, stupide, désolé, il se trompe à chaque fois et écoute Bibi, qui n'est pas stupide, juste méchant, méchant et dangereux, a déchiré l'accord en 2018. Donc les gens doivent comprendre. Après cela, les Iraniens ont dit « Nous voulons revenir à la table des négociations ». Les États-Unis et Israël veulent renverser le gouvernement. C'est différent. Cela ne concerne pas les questions nucléaires. Il s'agit de l'hégémonie d'Israël au Moyen-Orient. Qui s'en soucie? Pourquoi Israël ne vit-il pas dans ses propres frontières et ne cesse-t-il pas de semer le désordre pour nous tous? C'est ce qu'il devrait faire. Et c'est exactement ça, tout le problème. Israël devrait vivre à l'intérieur de ses propres frontières. Il devrait y avoir un État de Palestine à côté, vivant dans ses propres frontières, et Israël ne devrait pas essayer de renverser le gouvernement de l'Iran. La paix pourrait régner dans la région. Et d'ailleurs, quand Rubio a dit il y a quelques semaines « Non, 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 nous devons négocier la vision d'ensemble », le ministre iranien des Affaires étrangères Raji a prononcé un discours sur la vision d'ensemble. Il a fait cela à Doha. Et c'était un discours absolument cohérent, intéressant et intelligent. C'était une base pour une véritable négociation. Cela n'a même pas été rapporté dans nos médias. C'est incroyable. Même pas rapporté. Ils veulent la paix. Ils veulent négocier. Ils ne veulent pas d'armes nucléaires. Mais nous ne pouvons pas accepter un oui comme réponse, cette bande-là. Et la raison, c'est qu'Israël n'est pas intéressé par les négociations. Israël s'intéresse à l'hégémonie dans la région, à la domination, au renversement du gouvernement iranien. Professeur, merci beaucoup pour toutes ces analyses remarquables. J'ai une dernière question. Vous avez souvent pris la parole à l'ONU et voyagé dans le monde pour dialoguer avec des gouvernements et des organisations. Votre travail est remarquable. Quels conseils donneriez-vous à la Maison-Blanche pour les 90 prochains jours afin d'atteindre la paix recherchée? Oh.
Tout d'abord, je leur dirai de cesser l'escalade, car ils pourraient obtenir exactement l'accord avec l'Iran qu'ils souhaitent. Deuxièmement, je dirai de mettre fin aux guerres au Moyen-Orient, en arrêtant le veto des États-Unis sur la création d'un État palestinien. Les États-Unis sont le seul obstacle à la paix actuellement au Moyen-Orient. C'est étrange à dire. Bien sûr, Israël est contre la création d'un État palestinien, mais il ne peut pas l'empêcher. Le seul qui peut l'empêcher, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis ont utilisé leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'empêcher. Je dirais qu'il faut arrêter ce veto. Troisièmement, je dirais, pour l'amour de Dieu, Monsieur le Président, n'imposez pas une nouvelle série de tarifs douaniers. Vous avez déjà causé assez de dégâts. Rendez les 140 milliards que vous nous avez pris par abus de pouvoir. Mais n'imposez pas un autre tarif sur des motifs fallacieux. Cette section 122 qu'ils utilisent en ce moment est tout aussi illégale. Alors ne creusez pas davantage. Et enfin, je dirais, ne manipulez pas l'élection de novembre, ni les machines à voter, n'y pensez même pas. N'envisagez même pas de fédéraliser cette élection. Ces élections seront organisées comme l'Amérique le fait, au niveau des États partout, sans votre intervention. Ce sont les points les plus importants pour l'Amérique. Professeur Sachs, quelle interview fantastique aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Je rappellerai aussi à tous votre chaîne YouTube. Nous ajouterons à nouveau les liens de la chaîne YouTube officielle du professeur Sachs. Félicitations, professeur. Merci. Je précise qu'il existe de nombreuses fausses vidéos d'il y a 2 mois faisant des discours que je n'ai jamais donnés. C'est pourquoi nous avons créé cette chaîne, gratuite et sans promotion. Merci de vous abonner, cela me ferait plaisir. Absolument. Non, nous allons mettre ces liens. Et professeur, je tiens simplement à vous remercier d'être un vrai patriote américain parce que j'apprécie vraiment, vraiment vos analyses et j'apprends toujours énormément de vous lors de nos conversations. J'espère que nous pourrons continuer à diffuser ce cours absolument et à informer davantage de personnes sur ce qui se passe. Donc, merci encore, professeur Sachs. Parfait. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et d'avoir regardé l'entretien très important d'aujourd'hui avec le professeur Jeffrey Sachs. Ce qui m'a le plus marqué dans l'entretien, c'est la passion avec laquelle le professeur Sachs dit la vérité sur le gouvernement américain et la situation au Moyen-Orient. On nous ment depuis tant d'années. Nous savons que les médias traditionnels ne vous diront jamais la vérité. Et c'est pourquoi le journalisme citoyen et les chaînes YouTube indépendantes comme celles que vous regardez sont si importants pour l'avenir de notre monde. Nous ne pouvons pas compter sur notre gouvernement américain. On ne peut pas compter sur les médias américains. Nous devons compter sur des citoyens américains passionnés qui n'ont pas peur de dire la vérité et qui vont venir ici sur YouTube pour vous donner les connaissances dont vous avez besoin pour mieux comprendre le monde à l'avenir. À tous, je tiens à vous remercier pour votre soutien incroyable. N'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne du professeur Sachs pour lui apporter le soutien dont il a besoin. Et comme toujours, je tiens à vous remercier tous pour tout ce que vous faites sur cette chaîne YouTube. Nous allons continuer à travailler dur, à raconter les histoires que vous voulez entendre, mais surtout à essayer de rendre le monde meilleur. Je m'appelle Cyrus Johnson. Encore une fois, merci et j'ai hâte de vous retrouver tous très bientôt dans notre prochaine vidéo.